Mon mari avait quitté les obsèques de mon père pour partir en voyage avec sa maîtresse. Pourtant, à 3 heures du matin, j'ai reçu un message de celui que je croyais disparu. Je suis encore en vie. Viens discrètement au cimetière familial. Aujourd'hui, je veux raconter l'histoire de ma vie. Une histoire qui, encore maintenant, me donne des frissons. Avant mon mariage, je pensais être la femme la plus chanceuse du monde. Mon futur mari, Lucas Morel, et moi étions ensemble depuis 3 ans, assez longtemps pour croire que notre amour était une évidence. Lucas était doux, attentionné, et semblait toujours placer mes besoins avant ceux des autres. Sa mère, Marie-Thérèse Morel, m'avait couverte d'éloges lors de notre première rencontre. Ma chère, tu as un visage si lumineux et une façon de parler pleine d'élégance. Je suis totalement sous le charme. En entendant ces mots, mon cœur s'était ouvert et je m'étais senti profondément béni. À cette époque, j'avais dit à mon père, Jean-Pierre Beaumont, président-directeur général de son entreprise, « Papa, si j'épouse Lucas, je sais que je mènerai une vie paisible. » Mon père avait simplement souri avec douceur. « Si tu es heureuse, alors je le suis aussi. Mais quand on se marie, il faut parfois penser un peu à soi. Ne passe pas ta vie à tout supporter. » J'avais ri, pensant qu'il s'inquiétait trop. Devant moi, Lucas avait toujours été irréprochable, un homme parfait, mesuré dans ses paroles. Après le mariage, selon une tradition familiale, je m'étais installé chez mes beaux-parents. Ils vivaient dans un ancien mas en pierre près de Gordes, en Provence, rénové avec une élégance solennelle. Bien que magnifique de l'extérieur, la première fois que j'en ai franchi le seuil, un étrange frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis rassuré en pensant que c'était simplement l'inconnu de ma nouvelle vie. Mais comme on le dit souvent, le temps finit par révéler toutes les vérités. Après quelques semaines, j'ai compris que ce malaise n'était pas imaginaire. L'attitude de Marie-Thérèse avait changé du jour au lendemain. Au début, elle m'appelait « ma douce enfant », puis très vite, simplement Chloé. Et peu après, les remarques ont commencé. « Chloé, ne pourrais-tu pas faire la vaisselle un peu mieux ? Chloé, pourquoi mets-tu toujours autant de temps à faire les choses ?» Le ton n'était pas dur, mais l'intention était précise, presque piquante. Ceux qui ont vécu cela comprendront. Certaines paroles font plus mal que des gestes. Mon mari s'est transformé en une personne totalement différente de l'homme que j'avais aimé. Plus de messages pour me demander si j'avais mangé, plus de regards tendres. En rentrant du travail, il s'enfermait dans sa chambre. Si je frappais pour l'appeler à dîner, il répondait avec agacement. Même les soirs où il dînait à l'extérieur, il mentait, la réunion s'est éternisée. Je le savais, mais je me taisais. Une femme amoureuse devient souvent fragile. Je pensais que s'il travaillait dur, je devais bien supporter ces petites choses. Je me souviens d'un soir pluvieux où je me suis empressé de rentrer des couvertures pour ma belle-mère, toujours frileuse. En me voyant, elle m'a dit, « Je ne te demande pas de tout faire, mais cette maison a ses règles. Une belle-fille doit savoir prendre des initiatives sans qu'on le lui dise. Personne n'aime quelqu'un qui reste sans rien faire. » J'ai serré les dents et répondu avec un sourire, « Oui, madame, je m'en souviendrai. » Une lourdeur s'est installée dans ma poitrine. Je travaillais toute la journée, puis je rentrais préparer le dîner. Je n'étais jamais inactive, mais je ne voulais pas inquiéter mon père, alors j'endurais. Il me disait souvent, être trop gentil n'est pas toujours une qualité. Mais si tu l'acceptes, alors c'est ton choix. Jusqu'à ce moment-là, je croyais qu'avec de la patience, mes beaux-parents finiraient par m'apprécier. Mais malgré tous mes efforts, ce lien ne s'est jamais créé. La distance avec Lucas devenait chaque jour plus évidente. Son téléphone était toujours posé écran contre la table, et dès que j'entrais dans la pièce, il le verrouillait. Un jour, je lui ai demandé prudemment, « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Il m'a répondu sèchement, « Arrête de faire des histoires. » À partir de là, nous avons vécu comme des étrangers sous le même toit. Je me disais que ce n'était qu'une période d'adaptation, que tout redeviendrait normal. Mais la situation empirait. Un jour, en apportant des fruits dans la chambre de ma belle-mère, je l'ai entendue au téléphone. Elle est tellement naïve. Qui sait combien de temps elle tiendra dans cette maison? De l'autre côté de la porte, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Ce n'était pas tant ces paroles qui me blessaient, mais la certitude que mes espoirs avaient été vains. Malgré tout, je pensais encore que ce n'était que des épreuves mineures. J'étais jeune, pleine d'espoir, et je croyais encore à la valeur du mot « famille ».
Jamais je n'aurais imaginé que tout cela n'était que le prélude d'une tragédie. Je ne savais pas qu'un abîme s'ouvrait devant moi, prêt à engloutir ma vie et à briser ma foi dans le mariage et dans les êtres humains. Si j'avais su, je n'aurais jamais continué sur ce chemin. Mais c'est ainsi que va la vie. On peut mesurer la profondeur d'un fleuve, mais jamais celle du cœur d'une personne. Tout a commencé à s'effondrer le jour où je m'y attendais le moins. Ce matin-là, le ciel était couvert, comme un mauvais présage. Tandis que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. C'était Nicolas Petit, le chauffeur de mon père depuis des années, habituellement si calme. Sa voix tremblait. « Madame Beaumont, restez calme. Monsieur Beaumont a eu un accident. » Je suis resté figé, tout s'est assombri autour de moi. Je n'ai même pas entendu les couverts tomber de mes mains. Mon esprit était vide, comme enveloppé de coton. Seul le mot accident résonnait. Lucas est sorti de sa chambre, contrarié par le bruit. En sanglotant, je lui ai dit « Mon père. Mon père a eu un accident. » Sans un mot de réconfort, il a répondu froidement « Ah. On passera plus tard. » Ma belle-mère m'a regardé comme si j'avais dérangé son petit déjeuner. Une femme adulte ne devrait pas pleurer ainsi. Calme-toi. Ton père prenait de l'âge. Ce sont sûrement des imprudences. Ces paroles m'ont transpercé, mais j'étais trop sous le choc pour réagir. Je me suis précipité dehors et j'ai pris un taxi jusqu'à la maison de mon père, près d'Annecy. À mon arrivée, des allées et venues silencieuses emplissaient déjà la cour. Nicolas est venu me soutenir. La police expliquait que la voiture du président avait quitté la route dans un col de montagne des Alpes, et que le conducteur était inconscient. Quant à mon père, on n'avait retrouvé que ce qu'on avait pu identifier. Mes jambes ont cédé. À cet instant, la douleur a été si vive que j'ai eu l'impression que mon cœur se contractait. Perdre un père, c'est comme voir s'effondrer le pilier de sa maison. Le monde s'est dérobé sous mes pieds. Cet après-midi-là, le père Jacques Lambert, un prêtre très proche de notre famille, est arrivé, vêtu de sa soutane brune, murmurant des prières. Il expliqua avoir été prévenu par la paroisse, s'être rendu rapidement sur les lieux, et avoir veillé à ce que les cendres soient recueillies afin que l'âme du défunt repose en paix. Mes mains tremblaient en voyant l'urne blanche posée sur l'autel. Je n'aurais jamais imaginé être confronté ainsi, de manière si brutale et absurde, au reste de mon père. La veillée fut remplie d'employés de l'entreprise, de partenaires et de connaissances. Les funérailles furent solennelles, à la hauteur de l'homme qu'il était. Le parfum des lys emplissait l'air, et la file de personnes venues présenter leurs condoléances semblait interminable. Pourtant, au milieu de toute cette compassion, je me sentais terriblement seul, glacé jusqu'aux os, comme si l'urne avait absorbé toute la chaleur de mon corps. J'attendais Lucas à mes côtés, sa main dans la mienne. Mais il ne s'est pas montré de toute la journée. Il ne répondait ni à mes appels ni à mes messages. Je cherchais encore des excuses. Puis j'ai entendu des employés murmurer derrière moi, « Mais que fait Lucas à Saint-Tropez pendant les funérailles de son beau-père ? Tu n'as pas vu la photo ? Il a l'air très proche d'une jeune femme. » Je me suis retourné. Sur l'écran d'un téléphone, j'ai vu Lucas sourire largement, le bras autour de la taille d'une femme, dans un complexe en bord de mer. La photo datait de ce jour-là même. Tandis que mon père était pleuré, j'ai senti un choc sourd dans ma tête. J'ai dû m'agripper à une chaise pour ne pas tomber. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis rentré pour cacher l'humiliation qui me brûlait. Ma belle-mère, voyant mon visage livide, m'a lancé « Lucas est un adulte. Il a sa vie. Ne fais pas de scène pendant les funérailles. » Ces mots étaient comme du sel sur une plaie. Mes lèvres tremblaient tandis que je forçais un sourire. Je voulais simplement savoir où il était. Elle a croisé les jambes et s'est servie calmement du thé. Il est en vacances. Il avait besoin de se détendre. Il travaille tellement. Et puis, tu gères très bien la cérémonie, non ? La nuit avançait, les invités partaient. Je suis resté assise près de l'autel, regardant le portrait de mon père, en pleurs. Le père Jacques allait et venait, récitant ses prières, mais son regard glissait souvent vers les enveloppes de dons. Vers 3 heures du matin, épuisé, je me suis recroquevillé sur un canapé, frissonnante sous une couverture fine. Mes larmes n'avaient pas encore séché quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le message disait simplement « Chloé, c'est papa. Je ne suis pas mort. Viens au cimetière familial. »
discrètement. Ne dis rien à personne. Un frisson m'a parcouru le dos. Mes yeux se sont écarquillés, j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai relu chaque mot, tremblante. C'était bien son style, sa façon unique d'espacer les mots. Il n'y avait aucun doute. Une boule s'est formée dans ma gorge, mon cœur battait à tout rompre. Mon père était vivant. Je me suis levé d'un bond, comme frappé par l'évidence. Comment aurait-il pu ne pas être mort? Et pourtant, au fond de moi, je le savais. On pouvait imiter son écriture, mais pas ses pauses, sa ponctuation, sa manière de s'exprimer. Mes mains tremblaient tant que j'ai dû m'agripper au canapé. La maison était plongée dans un silence sépulcral, seulement troublé par le vent dans les vieilles portes en bois et le murmure régulier du chapelet du père Jacques près de l'autel. L'odeur entêtante des lys me donnait la nausée. « Calme-toi », me suis-je dit. Si mon père était vivant, alors quelqu'un voulait faire croire au monde qu'il ne l'était plus. Et cela signifiait que l'accident n'était pas un simple accident. Je me suis levé sans bruit. À peine mes pieds ont-ils touché le sol que la porte de la chambre de ma belle-mère s'est entr'ouverte. Son regard était aussi perçant qu'une lame. « Chloé, que fais-tu debout à cette heure-ci » J'ai sursauté et répondu aussitôt, « Oh. Madame, j'ai mal à la tête et je voulais prendre un peu l'air. » Elle m'a examiné de la tête aux pieds avant de dire sèchement, « On ne se promène pas dans la maison la nuit. Quand on est en période de veille, il faut éviter les mauvais présages. » J'ai baissé la tête, mais à l'intérieur, mon cœur brûlait. Je suis retourné m'allonger sur le canapé en faisant semblant de dormir, attendant qu'elle referme sa porte. Quand le bruit de ses pantoufles s'est éloigné, j'ai rallumé mon téléphone. Le message brillait toujours sur l'écran noir. J'ai retenu mon souffle et j'ai décidé de contacter la seule personne en qui je pouvais avoir confiance à cet instant, Hugo Martin, l'assistant fidèle de mon père. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de me rejoindre discrètement dans le jardin, immédiatement. 5 minutes plus tard, il est apparu. Son visage était pâle, marqué par une nuit sans sommeil. Il m'a regardé avec inquiétude. « Madame, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi m'appeler ainsi? Vous m'avez fait peur. » Je lui ai montré mon téléphone. En lisant le message, ses yeux se sont écarquillés. « Ce n'est pas possible. Je n'ai pas ce numéro enregistré, mais c'est exactement la manière d'écrire du président. » Je lui ai dit d'une voix basse et tremblante, « Hugo, tu te souviens, hier soir, tu disais que la caméra de surveillance du cimetière avait clignoté? Tu pensais que quelqu'un y avait touché. » Il a hoché la tête aussitôt. « Oui, c'est exact. Quand nous sommes allés déposer les offrandes, l'image se coupait, comme si quelque chose obstruait l'objectif ou si quelqu'un se tenait devant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors si mon père est en vie, cela veut dire que quelqu'un a voulu le faire disparaître et faire croire au monde entier qu'il ne l'était plus. » Hugo a avalé sa salive. « Madame. Que comptez-vous faire » J'ai expiré lentement et répondu d'un seul mot, Y-allé. Nous avons ouvert la porte arrière sans bruit. La lune était cachée par les nuages et la nuit était glaciale. Le cimetière familial se trouvait derrière une petite colline, à quelques centaines de mètres du mas. Mais dans cette atmosphère de deuil, le chemin semblait encore plus inquiétant, rythmé par les insectes et les prières lointaines venant de la maison. À l'approche du cimetière, Hugo m'a attrapé par le bras. « Madame, je viens de vérifier l'enregistrement à nouveau. Il y a une coupure d'exactement 1 minute, l'écran devient noir. Cela correspond précisément à l'heure où vous avez reçu le message. » J'ai senti mes cheveux se hérisser et mon cœur s'emballer. J'ai regardé autour de moi, mais je n'entendais que le froissement des feuilles sous le vent. Le cimetière était plongé dans l'ombre. La seule lumière provenait d'une petite lampe jaunâtre allumée devant une statue de la Vierge Marie. Et alors je l'ai vue. Une tombe fraîchement creusée, avec le nom de mon père, Jean-Pierre Beaumont, gravé sur la pierre. Mon corps entier s'est mis à trembler. Une oppression m'a serré la poitrine. Je me suis approché et j'ai posé la main sur la terre encore humide. Si mon père était vivant, qui avait-il dans l'urne? Et qui avait prétendu que c'était lui? Avant que je ne puisse remettre de l'ordre dans mes pensées, un bruit est venu des buissons derrière moi. Je me suis retourné brusquement et Hugo a allumé sa lampe. Dans le faisceau lumineux, une silhouette chancelante est apparue. Ses vêtements étaient déchirés, son visage marqué de contusions, mais ses yeux. C'étaient les mêmes yeux que je connaissais depuis plus de 20 ans. « Papa. » Le mot est à peine sorti.
J'ai couru vers lui comme si tout mon monde s'écroulait à cet instant. Je l'ai serré contre moi, sentant mes larmes brûlantes tomber sur ma main. Mon père a respiré difficilement et, d'une voix rauque, il a murmuré « Chloé, c'est moi. Je suis vivant. Ils ont essayé de me faire disparaître. Écoute-moi bien. » Je pleurais en silence, terrifié à l'idée que quelqu'un puisse nous entendre. « Papa, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» Il a serré ma main et, rassemblant ses dernières forces, il a articulé chaque mot, Lucas et sa mère. Ils ne sont pas ceux que tu crois. J'ai eu l'impression que mon cœur se déchirait. Je ne comprenais pas encore tout, mais une certitude viscérale s'est imposée. Mes beaux-parents n'avaient pas seulement été cruels avec moi. Ils avaient aussi trahi mon père. Et tout ce que j'avais pris pour une tragédie n'était que le prélude de ce qui allait suivre. Je suis resté figé au milieu du cimetière glacé, tenant toujours mon père, de peur qu'il ne disparaisse si je le lâchais. Hugo a rapidement retiré sa veste et l'a posée sur ses épaules. Mon père s'est appuyé contre un arbre, respirant avec difficulté. Son corps portait des éraflures, des marques sombres, des traces séchées. Le voir si affaibli m'a brisé le cœur. « Papa, qui t'a fait ça ? Dis-le-moi, ai-je supplié, la voix brisée. Il a fermé les yeux, cherchant son souffle dans l'air froid. Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais chaque mot s'est gravé en moi. Ce n'était pas un accident, ma chérie. C'était un piège. Il voulait me faire disparaître. Le vent nocturne faisait frémir les buissons, comme un sanglot étouffé. Hugo s'est approché, inquiet. Monsieur Beaumont, qui était impliqué? Dites-le nous précisément, nous devons vous mettre en sécurité. Mon père a ouvert les yeux et nous a regardés longuement avant de prononcer, un à un, des noms lourds comme des pierres, Lucas. Sa mère. Stéphane Durand. Et le père Jacques. Ils m'ont fait ça. J'ai senti ma tête bourdonner. J'ai secoué la tête avec force. Non. Ce n'est pas possible. Lucas et ma belle-mère n'auraient jamais fait ça, papa. Il a levé la main et l'a posée sur ma tête. Sa voix était grave, chargée de déception et de douleur. Chloé, tu fais encore trop confiance aux gens. Il a poursuivi, Marie-Thérèse et Lucas ne pensent qu'à leurs intérêts. J'ai découvert qu'ils détournaient des fonds de l'entreprise et faisaient fuiter des contrats. Avant que je puisse agir, ils ont frappé les premiers. Il s'est interrompu, respirant difficilement, la voix râpeuse. C'est Durand qui a tout organisé. Mettre en scène un accident de voiture et envoyer un corps non identifié à la crémation. Il a ajouté, le père Jacques s'occupait des formalités et des cendres. Ainsi, tout le monde croirait que j'étais mort. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir un goût métallique, sans même ressentir la douleur. Chaque mot de mon père était un coup qui pulvérisait la confiance naïve que j'avais eue. Mais... comment as-tu survécu, papa, ai-je demandé d'une voix tremblante. Appuyé contre l'arbre, il a lentement reconstitué ses souvenirs. Juste avant que la voiture ne quitte la route, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai crié au chauffeur de freiner, mais il était déjà sous l'effet d'un produit. La voiture a dérapé vers le bord. Au choc, j'ai été projeté hors de l'habitacle. Rien que l'imaginer me donnait le vertige. J'ai perdu connaissance dans les buissons au fond du ravin. Heureusement, un habitant du coin, qui installait des pièges à oiseaux à l'aube, m'a trouvé et a vu que je respirais encore. Il m'a emmené dans une cabane improvisée, m'a donné de l'eau et les premiers soins. Mais je n'ai pas osé révéler mon identité. J'avais peur qu'il revienne. Hugo a serré les dents. Monsieur Beaumont. Ils sont bien plus dangereux que nous le pensions. Où vous êtes-vous caché tout ce temps? Mon père a regardé autour de lui et murmuré, dans les bois, derrière le cimetière. Le jour, je me cachais. La nuit, je sortais observer. Aujourd'hui, en voyant les funérailles chez toi et mon portrait sur l'autel, j'ai compris que leur plan était presque abouti. J'ai éclaté en sanglots. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Je te croyais vraiment parti. Il a pris ma main et dit d'une voix étranglée, je ne pouvais pas. Tu vivais sous leur toit. J'avais peur qu'ils ne te fassent du mal en premier. Dans son geste, j'ai senti l'amertume d'un père trahi jusqu'au bout. Hugo a hoché la tête avec détermination. Monsieur Beaumont, vous ne pouvez pas rester ici. Je vais vous conduire dans un ancien hangar derrière l'usine. Personne ne vous y verra. Vous y serez en sécurité.
Mon père m'a regardé, attendant ma réponse. J'ai essuyé mes larmes et dit, « Je prendrai soin de toi, papa. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus la belle-fille docile et patiente. Je devais faire face à la vérité. Mes beaux-parents n'étaient pas seulement cruels. Ils avaient voulu éliminer mon père et s'emparer de tout ce que ma famille possédait. Je marchais en soutenant mon père à travers la brume légère, pas après pas. À chaque pas, je me jurais de ne plus jamais me laisser écraser. Nous l'avons conduit dans ce refuge discret. Tandis que Hugo s'occupait de lui, une tempête faisait rage en moi. Je savais que j'avais franchi un point de non-retour. Devant moi s'ouvrait une guerre que je n'aurais jamais imaginé devoir mener, contre ceux qui se disaient ma famille. Lorsque nous sommes arrivés dans l'ancien hangar derrière l'usine, un lieu figé dans le temps, mon cœur battait à tout rompre. Les murs étaient tachés, une lumière jaunâtre vacillait. L'odeur du désinfectant que Hugo appliquait sur les plaies de mon père se mêlait à l'air froid qui passait par les fissures. Mon père m'a pris la main et a dit d'une voix rauque, « Chloé, à partir de maintenant, tu dois être extrêmement prudente. Retourne chez tes beaux-parents et fais comme si tu ne savais rien. Personne ne doit se douter de quoi que ce soit. » J'ai acquiescé, mais une peur inconnue grandissait en moi. Chaque regard, chaque respiration dans cette maison me terrifiait. Hugo a ajouté, « Demain, j'apporterai des médicaments, de la nourriture et des couvertures. Monsieur Beaumont, vous devez vous reposer. Ne vous inquiétez pas, madame, je m'en occupe. » Mon père a soupiré et tapoté l'épaule de Hugo. Je ne l'oublierai jamais. Et toi, Chloé, si je suis encore là, c'est grâce à vous deux. J'ai posé ma main sur celle de mon père, en silence. Mon cœur était lourd comme du plomb. Je n'avais jamais autant souhaité que le jour se lève. Je devais retourner chez mes beaux-parents avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. À l'aube, un brouillard recouvrait le chemin de terre près de l'usine. J'ai enfilé mon manteau et rabattu un bonnet pour cacher mon visage. En sortant par l'arrière, mon cœur battait comme un tambour. Si ma belle-mère découvrait mon absence, tout serait perdu. J'ai marché un peu, essoufflé. Des reflets argentés apparaissaient dans le ciel, les coqs du voisinage commençaient à chanter. L'air froid sur mon visage m'a aidé à réfléchir plus clairement. Tu dois être parfaite. Personne, absolument personne, ne doit se douter que je viens du cimetière. Quand je suis rentré dans la maison sans bruit, l'horloge murale indiquait 5h15. La cuisine était sombre. Le seul bruit venait de ma belle-mère qui soulevait le couvercle d'une marmite. En me voyant, elle s'est figée. Son regard perçant m'a balayé de la tête aux pieds, comme si elle cherchait le moindre détail de travers. « Chloé. Tu rentres seulement maintenant. » Sa voix était acide. J'ai baissé la tête et répondu, « Oui, madame. » J'étais dans le jardin. Je me sentais tellement mal hier soir que je n'ai pas pu dormir. J'ai fait une petite marche, et je me sens mieux maintenant. Elle a laissé échapper un souffle, puis a repris en continuant de couper des cébettes. Nous sommes en deuil. Si un voisin te voit te promener seul la nuit, ils vont parler. J'ai incliné la tête. Pardon, madame. Comme je l'ai dit. Pardon. Une douleur m'a serré la poitrine. Que avais-je fait de mal? J'avais perdu mon père. J'avais pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés. J'avais passé une nuit blanche, et malgré tout, je devais encore baisser la tête pour rester dans cette maison, en silence. À ce moment-là, Lucas est descendu. Il portait un t-shirt et un short, l'air aussi détendu que quelqu'un qui avait dormi profondément. En me voyant, il a légèrement froncé les sourcils. « C'est quoi cette tête? Tu ne t'es pas regardé dans un miroir ?» J'ai serré les dents pour ne pas pleurer devant lui. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Lucas a bâillé. J'étais avec un associé hier soir, et j'ai trop bu. Je ne pense pas pouvoir aller chez ton père aujourd'hui. Toi, tu y vas, et tu trouves une excuse pour moi. Je me suis forcé à ne pas le regarder. Si je le faisais, la rage me ferait vaciller. Un associé. La femme avec qui il était sur un complexe au bord de la mer à Saint-Tropez. C'était donc un associé. Mais je devais faire comme si je ne savais rien. Absolument rien. D'accord. Ma voix tremblait en prononçant ces mots. Ma belle-mère est intervenue aussitôt, Lucas a beaucoup de travail. Il y a plein de monde chez tes parents. Ils se débrouilleront. Ne pèse pas sur ton mari.
À une autre époque, je me serais étouffé avec mes propres mots. Mais ce matin-là, au lieu de la tristesse, j'avais dans le cœur un sentiment de trahison qui me glaçait jusqu'aux os. Pourtant, j'ai tout ravalé. Je devais leur faire croire que j'étais faible, naïve, et que je ne savais rien. Oui, madame, je comprends. Marie-Thérèse ne savait pas qu'à cet instant, une guerre silencieuse venait de commencer dans mon esprit, la guerre même dans laquelle il m'avait poussé. Pendant la cérémonie ce matin-là, j'ai accueilli les visiteurs. Mes yeux étaient gonflés, mais je n'ai pas baissé ma garde une seule seconde. Le père Jacques Lambert était arrivé tôt, faisant glisser les grains de son chapelet entre ses doigts, récitant des prières. Son expression compatissante semblait incroyablement hypocrite. Il rôdait près de l'autel, ramassant les enveloppes de dons comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le voir m'a donné des frissons. C'était lui qui avait personnellement apporté les fausses cendres de mon père dans cette maison. Il avait menti sans ciller devant des centaines de personnes. Il était complice d'un projet d'atteinte à la vie, et le voilà qui se donnait l'allure d'un prêtre respectable. L'indignation me serrait la gorge. Mon père était vivant, caché pour survivre, et ceux qui avaient voulu le faire disparaître se tenaient devant moi avec un calme effrayant. Je me suis fait une promesse, Chloé, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la gentille belle-fille. Tu leur feras craindre même de croiser ton regard. Mais pour y parvenir, je devais d'abord jouer la comédie, paraître extrêmement faible, naïve et inoffensive. Seulement quand ils baisseraient leur garde, je pourrais frapper là où cela ferait le plus mal. Cette guerre était silencieuse, mais plus féroce que toutes les autres, et je venais d'en faire le premier pas. Les obsèques de mon père se sont poursuivies tard dans la nuit. Le flot de visiteurs venus se recueillir ne s'arrêtait pas. Pourtant, les personnes qui auraient dû être à mes côtés dans le moment le plus douloureux de ma vie étaient absentes. Mon mari, Lucas, était en voyage avec sa maîtresse, et ma belle-mère, Marie-Thérèse, bien que présente, était froide comme la glace. Quand le soir est tombé, j'ai feint l'épuisement et j'ai dit que je montais me reposer. Ma belle-mère m'a examiné de la tête aux pieds, puis m'a tendu une serviette froide et humide. « Tiens, Chloé, essuie ton visage pour faire dégonfler. Si les gens te voient comme ça, ils croiront qu'on te traite mal dans cette maison. » Sa voix était plus douce que d'habitude, mais son regard restait tranchant. Je savais qu'elle me testait. J'ai baissé la tête, pris la serviette et répondu doucement, « Oui, madame. » « Merci. » Une fois dans ma chambre, j'ai refermé la porte avec soin. Mon cœur battait à s'en rompre. J'avais été sur le qui-vive toute la journée, jouant le rôle de la belle-fille fragile, mais je devais tenir. Mon père était caché. Je ne savais pas jusqu'où iraient ceux qui voulaient lui nuire. Je me suis assise sur le lit et j'ai inspiré profondément. Hugo m'avait envoyé un message, mon père dormait et son état était stable. Tant qu'il était en sécurité, je pouvais continuer. Au moment où j'allais m'allonger, j'ai entendu des voix venant de la chambre de ma belle-mère. Elle parlait bas, mais la vieille maison laissait passer le son, et chaque mot me parvenait clairement. « Tu es sûr qu'elle ne soupçonne toujours rien ?» La voix qui a répondu était celle de Lucas. Je me suis figé. Depuis quand était-il rentré ? Elle est trop bête pour remarquer quoi que ce soit, maman. Elle est trop occupée à pleurer aux obsèques pour comprendre quoi que ce soit. Mes mains se sont agrippées à la couette jusqu'à blanchir mes jointures. Ma belle-mère a ri avec mépris. Si elle était intelligente, tu crois que je l'aurais acceptée comme belle-fille ? Ne t'inquiète pas, il faut régler ça. Ce serait dommage que cette entreprise ne devienne pas la nôtre. J'ai senti mon sang bouillonner. Non seulement ils avaient voulu faire disparaître mon père et m'avaient laissé seul au pire moment, mais ils parlaient aussi de moi comme d'un simple outil. Lucas a continué, d'un ton parfaitement détaché, « Mais maman. Le certificat de crémation, il est valable ?» Une autre voix s'est ajoutée, si familière que les cheveux sur ma nuque se sont dressés. C'était le père Jacques, chuchotant, « J'ai tout réglé. Les cendres ont été livrées selon la procédure, donc personne ne peut vérifier. Il y a des corps non identifiés. Il suffit de choisir le bon moment. » J'ai dû plaquer ma main sur ma bouche pour ne pas crier. C'était lui. Il avait échangé les cendres d'un inconnu contre celles de mon père. Ma belle-mère a baissé la voix, « Mon père, vous avez bien travaillé. Quand tout sera terminé, on n'oubliera pas votre aide. Mais vous devez rester discret. » Le père Jacques a ricané. Avec une paroissienne aussi généreuse, vous croyez vraiment que je serais assez fou pour tout faire capoter ? Mes mains et mes pieds se sont glacés.
C'était un homme qui avait reçu tant d'aide de mon père. Et maintenant, pour l'argent et l'intérêt personnel, il s'était rangé du côté de ceux qui voulaient faire disparaître mon père. Lucas a baissé la voix, si Chloé découvre ça, on est fini. Ma belle-mère a répondu aussitôt, et qu'est-ce qu'elle va découvrir? Elle croit dur comme fer que les cendres apportées par le père sont authentiques, plus qu'elle ne croit en elle-même. Laisse-la pleurer quelques jours, elle se fatiguera et passera à autre chose. Lucas a ricané. Tu as raison, maman. Si je suis juste un peu plus gentil avec elle, elle me croira les yeux fermés. Je me suis mordu les lèvres jusqu'à me faire mal. Toute la tendresse et l'attention de Lucas pendant ces années n'avaient été qu'un mensonge, et ma belle-mère m'avait vu comme une servante facile à manier. Il ne m'avait jamais considéré comme un membre de la famille. La voix du père Jacques est revenue, mais n'oubliez pas, vous n'avez pas encore pris le contrôle de l'entreprise. Si les anciennes procurations du président Beaumont réapparaissent, sa fille aura les droits d'héritage. Il faut se débarrasser de cette fille. Mon cœur s'est arrêté. Se débarrasser. Ma belle-mère a laissé échapper un rire sec. Ne vous inquiétez pas, mon père. Je peux plier cette belle fille à ma volonté quand je veux, et si elle n'obéit pas il y a d'autres moyens. Je ne pouvais plus écouter. J'avais l'impression qu'une main invisible me compressait la poitrine. Je me suis redressé d'un coup dans le lit et j'ai reculé, comme si je fuyais une bête sauvage. Dans l'obscurité, j'ai couvert ma bouche pour étouffer les sanglots qui menaçaient de sortir. Il voulait tout prendre. Il traitait la vie des autres comme si elle ne valait rien. J'ai pensé à mon père et j'ai frissonné. Si je n'étais pas allé au cimetière la nuit précédente, s'il ne m'avait pas envoyé ce message, à cet instant, il ne serait plus qu'une urne. Et moi, je serais sans doute la prochaine. J'ai entendu des pas dans la chambre de ma belle-mère. Je me suis précipité sous la couverture. Mon cœur battait si vite que je l'entendais cogner dans ma poitrine. La porte de ma chambre s'est entr'ouverte, une ombre a observé quelques secondes, puis la porte s'est refermée. Je ne sais pas avec quels yeux ils me regardaient, mais une chose était claire, pour eux, j'étais un obstacle, et les obstacles devaient être écartés. À cet instant précis, j'ai compris que ma vie allait changer complètement. Je ne pouvais plus être gentille. Je ne pouvais plus tout supporter. Une seule seconde de faiblesse pouvait me faire tout perdre. En silence, j'ai serré les poings et je me suis fait un vœu, Chloé, à partir de maintenant, tu dois vivre autrement. Pas seulement pour sauver ton père, mais pour te sauver toi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillé les yeux gonflés. Ma tête était lourde après cette nuit sans sommeil. Après avoir entendu l'aveu qu'il croyait secret, un rayon de soleil a traversé la fente de la fenêtre en bois, faisant danser la poussière comme une brume scintillante. Je me suis levé et j'ai pris une grande inspiration pour retrouver mon calme. Tu dois agir. Tu dois jouer le rôle de la belle-fille naïve et fragile qui ne sait rien. Alors seulement, ils relâcheront leur vigilance. Quand je suis descendu à la cuisine, ma belle-mère était déjà assise. Ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable, son visage parfaitement serein, comme si la conversation terrible de la veille n'avait jamais existé. En me voyant, elle a réussi à sourire. Tu as l'air un peu mieux aujourd'hui, Chloé. J'ai baissé la tête et répondu doucement, oui, je vais mieux, madame. Comme j'allais partir, elle m'a arrêté, il y a beaucoup à faire aujourd'hui aussi. Va accueillir les visiteurs. Si une femme passe la journée à pleurer, les gens se moqueront d'elle et diront qu'elle est faible. J'ai mordu ma lèvre jusqu'à presque me faire mal, mais j'ai quand même répondu d'une voix douce, oui, madame, je comprends. Je me suis rappelé un vieux proverbe, la douceur vient à bout de la dureté. Pour vaincre les personnes mal intentionnées, il faut parfois être douce, ou du moins le sembler, afin qu'elles se sentent en confiance. À l'heure du déjeuner, j'ai commencé à observer chaque regard. Quand un instant de calme s'est installé parmi les visiteurs, je me suis glissé discrètement sur la terrasse. Le soleil de midi filtrait à travers la fumée blanche de l'encens. Tous ceux qui entraient et sortaient me regardaient avec pitié. Pauvre fille. Quelle malchance. À peine mariée et déjà en deuil. Mais personne ne savait que ma douleur était bien plus profonde. Tout en gardant une expression d'épuisement, je luttais pour ne pas laisser paraître la tension qui courait dans mes veines. J'ai vu ma belle-mère passer des appels, le visage calculateur, Lucas regarder son téléphone plus que les invités, et le père Jacques surgir de nulle part, simplement pour jeter un œil à la boîte des dons. J'ai mémorisé chacun de leurs gestes. Leurs regards en coin, leurs phrases lancées comme si de rien n'était,
tout était un indice. Soudain, j'ai compris quelque chose. Ma belle-mère, Lucas et le père Jacques étaient trop calmes. Trop calmes pour un accident mortel, pour des obsèques aussi solennelles, et surtout pour la disparition de l'homme qui payait leur salaire. Ce calme était la preuve que tout cela n'était qu'une mise en scène. Dans l'après-midi, je suis allé à l'entreprise, dans mon rôle de fille en deuil. Je voulais garder des papiers en souvenir. Ma belle-mère m'a regardé avec la méfiance de quelqu'un qui avait fait des affaires toute sa vie, pensé à des documents dans un moment pareil. Occupe-toi des obsèques, comme il se doit. J'ai baissé la tête et dit d'une voix étranglée, oui. C'est juste. Je veux garder encore quelque chose de mon père, madame. Elle m'a fixé longuement, puis a soupiré. D'accord, mais reviens vite. En me retournant, j'ai vu son expression se détendre. Elle me croyait encore naïve. Quand je suis arrivé à l'entreprise, tout le monde a été surpris de me voir. On a baissé la tête pour me saluer, les yeux remplis de compassion. J'ai seulement hoché légèrement la tête, en maintenant l'expression triste que mon rôle exigeait. Mais en réalité, j'étais venu pour une autre raison. Je suis allé droit au bureau de mon père. En ouvrant la porte, l'odeur familière du bois m'a frappé, et mon cœur s'est serré. Le fauteuil où il s'asseyait était à sa place, les dossiers étaient rangés comme s'il avait travaillé là la veille. En silence, je me suis promis, papa, je ramènerai la vérité ici. Hugo est entré derrière moi et a refermé la porte. D'une voix basse, il a dit, madame, j'ai apporté une clé USB. Peut-être qu'on peut récupérer des fichiers supprimés. J'ai acquiescé. Nous avons commencé à fouiller les données de l'ordinateur de mon père. Beaucoup de fichiers avaient disparu, mais heureusement pas tous. Hugo a soufflé, stupéfait, madame, regardez ça. Ce sont les contrats qui ont fuité. Et cette signature. C'est celle de Lucas. Mes mains tremblaient. Il a ouvert un autre fichier. Hugo l'a examiné et a dit, ce sont les relevés de transfert vers la paroisse du père Jacques. Les montants sont plus de 5 fois supérieurs à un don habituel. Le sang s'est glacé dans mes veines. Hugo a murmuré, la voix tremblante, madame. C'est une preuve irréfutable. J'ai pris une grande inspiration. Sauvegarde tout. Ne manque rien. J'ai regardé autour de moi. Pendant des années, mon père avait protégé l'entreprise depuis ce bureau. À présent, c'était à moi d'aller jusqu'au bout en son nom. Le trajet de retour vers le mas de mes beaux-parents ressemblait à une entrée dans un piège. Après cette longue journée, je suis rentré. En entrant, j'ai vu Lucas devant la télévision, les pieds sur la table. Il m'a regardé comme s'il était chez lui. Et toi, tu étais où toute la journée? Tu n'as même pas aidé ma mère à accueillir les gens. J'ai avalé ma colère. Pardon. Je suis allé à l'entreprise pour récupérer des papiers de mon père. Ma belle-mère, sortie de sa chambre, a entendu et a levé un sourcil. Quel papier? Pourquoi faire? Occupe-toi des obsèques et arrête ces bêtises, Chloé. J'ai baissé la tête. Oui. C'est juste. Mon père me manque tellement. En le disant, j'ai forcé mes yeux à se remplir de larmes. J'ai vu son regard s'adoucir un peu. On peut facilement écraser quelqu'un de trop gentil, a-t-elle dû penser. Mais moi, j'avais changé. Je jouais un rôle, et ils y croyaient sans l'ombre d'un doute. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'entendais clairement mon propre cœur, lourd, rapide, mais plus fort que jamais. Depuis l'instant où j'avais quitté le cimetière la nuit précédente, je savais que j'étais entré dans une guerre sans retour. Et la belle-fille de cette maison, la gentille femme, qu'ils avaient toujours méprisée. C'était cette même femme qui leur ferait payer leurs fautes. Un matin gris, le vent soufflait froidement. Sur l'autel, l'encens consumé laissait encore un mince filet de fumée. Je me suis tenu devant le miroir, arrangeant mes cheveux en bataille, m'efforçant d'avoir l'air d'une fille brisée par la perte de son père. Mais au fond de mes yeux, il y avait une froideur et une détermination d'acier que personne ne pouvait deviner. Aujourd'hui, je devais aller à l'entreprise, précisément au moment où la famille de mon mari tiendrait une réunion secrète pour s'emparer du pouvoir. Je savais parfaitement que si je relâchais ma vigilance une seule seconde, il me considérerait comme une gêne et chercherait à m'écarter, comme il l'avait dit la veille. Je me suis habillé d'un tailleur noir simplé, selon l'usage du matin, j'ai couvert ma tête d'un voile. En entrant au salon, ma belle-mère m'a examiné et a dit, « Chloé,
il y aura beaucoup de monde à l'entreprise aujourd'hui. Tiens-toi bien. Nous sommes en deuil. Fais attention à ne pas provoquer de commérage. J'ai hoché la tête avec douceur. Oui, madame, je comprends. Au fond de moi, je pensais, si les règles peuvent me garder en vie, je tiendrai encore un peu. À l'entreprise, l'atmosphère de complot était épaisse comme un brouillard. Dès que je suis entré dans le hall, plusieurs regards se sont posés sur moi. Des employés fidèles à mon père se sont approchés. Madame Beaumont, ça va? Nous sommes vraiment désolés pour votre père. J'ai légèrement hoché la tête sans m'effondrer, même si une boule me serrait la gorge. Merci pour votre soutien. Mon père ne voudrait pas me voir faible non plus. Je suis allé droit vers la salle du conseil. La porte était entr'ouverte, et de l'intérieur, la voix froide de Lucas s'élevait, même si les obsèques ne sont pas terminées, les affaires ne peuvent pas s'arrêter. En tant que famille, j'assumerai temporairement la direction. Je me suis arrêté quelques secondes, j'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai poussé la porte. Le grincement d'une chaise a déchiré le silence, et plusieurs personnes ont sursauté. Lucas m'a vu, il a eu un instant d'hésitation, puis il a vite repris contenance. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en deuil. » Je l'ai regardé. Mes yeux reflétaient la tristesse, mais la lame dans mon cœur était bien aiguisée. Continuez. Je veux entendre ce qui est si urgent, alors qu'il n'y a même pas une semaine que mon père a disparu. La salle s'est figée. Personne ne s'attendait à me voir arriver ainsi. Ma belle-mère, assise au fond, a pâli légèrement, mais elle a forcé sa voix. « Chloé, c'est une affaire d'entreprise. Ce n'est pas un endroit où tu dois te mêler de quoi que ce soit. » Je me suis avancé lentement jusqu'à la longue table et j'ai posé mes mains sur sa surface froide. Ma voix était basse, mais chaque mot était net. « Oui, madame. Mais mon père a laissé un testament, et tant qu'il n'est pas rendu public, personne ne peut prendre la direction de son propre chef. N'est-ce pas? » Plusieurs cadres ont échangé des regards. Ils savaient que j'avais raison. Lucas a serré les dents. « Chloé, ne fais pas de scène. » J'ai réussi un léger sourire. C'était la première fois que je souriais après des jours à pleurer sans arrêt. Je ne fais pas de scène. Je rappelle simplement la loi. Et puis, il y a trop de points suspects dans l'accident de mon père. À cet instant, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Hugo, la police est dans le hall. Ils disent avoir reçu un signalement anonyme. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, mais c'était clairement le tournant dont j'avais besoin. J'ai levé les yeux et dit doucement, « Oh. On dirait que la police est arrivée. » Je ne sais pas si cela concerne des questions financières au sein de l'entreprise, ou si cela a un lien avec le prêtre qui nous a apporté les cendres de mon père. Le visage du père Jacques, assis au fond, est devenu livide. Il a ajusté nerveusement sa manche, et de la sueur a perlé dans les plis de son vêtement. La salle s'est remplie d'une tension étouffante. Lucas s'est levé d'un bond. « Qu'est-ce que tu insinues, Chloé ?» Je l'ai fixé droit dans les yeux et, lentement mais fermement, j'ai répondu « Je n'insinue rien. » J'ai continué, comme vous le savez, l'accident a eu lieu de nuit, sur un col de montagne. Comment est-il possible qu'en moins d'une journée, les cendres aient été remises et que le certificat de crémation soit parfaitement prêt? Ma belle-mère a agrippé le bord de la table, les lèvres tremblantes. Surveille tes paroles, Chloé. Je me suis arrêté, puis j'ai repris, oui. J'espère aussi que tout sera éclairci en toute transparence. S'il y a eu des transferts de fonds anormaux dans l'entreprise liés à l'église, ou des fuites de contrats. Je n'avais pas encore terminé que le père Jacques s'est levé brusquement, nerveux, J'ai une urgence. Je dois partir. Personne n'a parlé, mais tout le monde avait compris. Celui qui cache quelque chose se trahit lui-même. Lucas s'est approché rapidement et m'a saisi le poignet avec force. Arrête. Ne ruine pas mes plans. Je l'ai regardé avec des yeux vides. Ruiné? Je ne fais qu'aider tout le monde à y voir plus clair. À cet instant, un employé a entrouvert la porte et a passé la tête, « Excusez-moi. La police demande que quelques personnes descendent. » Et là, j'ai vu clairement la panique dans les yeux de mes beaux-parents. J'ai su, à cet instant précis, que je venais de gagner la première bataille de cette guerre. Après la réunion tendue à l'entreprise, l'atmosphère dans le mas de mes beaux-parents ressemblait à un lac calme avant l'orage. En surface, tout semblait paisible, mais dessous,
les courants étaient agités. Je sentais clairement qu'ils avaient commencé à me soupçonner. Ils avaient compris que je n'étais plus la belle fille naïve et fragile d'avant. Ce soir-là, pendant que je rangeais mes vêtements pour le lendemain dans la chambre, Lucas est entré. Il a claqué la porte, me faisant sursauter. « Chloé, c'était quoi, ce que tu as fait à l'entreprise aujourd'hui ?» Sa voix grondait, basse. J'ai levé la tête en affichant mon expression la plus innocente. J'ai juste posé des questions sur des choses qui m'inquiétaient. Mon père est mort. Lucas m'a coupé, les yeux sombres. Arrête ton cinéma. C'est trop gros pour toi. Ne te mêle pas de ça. À cet instant, j'ai compris qu'il ne restait plus rien d'amour dans son regard. Seulement une menace, de l'agacement et de la peur. Il avait peur que j'en sache trop. Calmement, j'ai dit, je veux juste que justice soit faite pour mon père. Le visage de Lucas s'est crispé. Je ne savais pas si c'était la rage ou l'inquiétude. Il s'est approché et, d'une voix basse, coupante, il a lancé, « Chloé, ne me force pas à faire quelque chose que je regretterai. » Son avertissement m'a glacé. J'ai baissé les yeux vers le sol pour qu'il ne voie pas que je tremblais. D'accord. Lucas s'est retourné et est sorti, claquant la porte si fort que la pièce a résonné de sa colère. Plus tard dans la nuit, quand je suis descendu à la cuisine pour boire de l'eau, j'ai entendu la voix de ma belle-mère dans le salon. Je me suis caché derrière une colonne, le cœur battant. Ils étaient trois, Marie-Thérèse, Lucas, et Stéphane Durand, l'associé que mon père avait soupçonné. La voix de Durand était rauque. Cette fille, Chloé, devient un problème. Elle a compris trop de choses, trop vite. Ma belle-mère a soupiré. Je la croyais docile, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait aussi tenace. Après ce qu'elle a fait à l'entreprise aujourd'hui, c'est clair qu'elle est dangereuse. Lucas a grogné, « Maman, elle a un truc. Une clé USB, ou quelque chose comme ça. Je suis sûr qu'elle a copié l'ordinateur de son père. » Mon cœur a raté un battement. Il savait. Il savait que je détenais ce qui les terrorisait. Durand a ricané. Alors il n'y a plus d'autre choix. La laisser libre, c'est un risque pour nous. J'ai senti mes jambes faiblir. Ma belle-mère a demandé calmement, « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Durand ?» Il a répondu, « Ferme, il faut la faire disparaître. » J'ai dû couvrir ma bouche pour étouffer un cri. La belle-fille qu'il qualifiait autrefois de charmante était devenue une épine qu'il voulait arracher. Lucas n'a pas protesté. Il a prononcé une phrase qui m'a figé, « Je m'en occupe, tant que tu n'es pas impliqué, maman. » Marie-Thérèse a hoché la tête, réfléchie. Mais il faut que ce soit propre. Personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. La voix de Durand a repris, « J'ai quelqu'un de fiable. Un type qui fait ce genre de mission et ne laisse aucune trace. » J'ai reconnu le nom d'un homme dont on avait parlé aux informations, connu pour des sales besognes. S'il le faisait intervenir, je n'aurais aucune chance. Vers minuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir légèrement. J'ai soulevé le rideau et regardé. Durand montait dans sa voiture pendant que Marie-Thérèse et Lucas l'accompagnaient. J'ai entendu Lucas demander à voix basse, « Alors, tout sera réglé d'ici demain soir ?» Durand a hoché la tête. « Oui. Dis à la fille d'aller déposer une offrande à l'église. L'homme dont je t'ai parlé l'interceptera en chemin, mes jambes m'ont lâché et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Leur plan était de m'attirer dehors, seul, de m'emmener de force, et de me faire taire définitivement. Je tremblais tellement que j'avais la nausée, mais j'ai serré les dents. Ne craque pas. Tu dois survivre pour sauver ton père et pour démasquer ces gens. » Dès que je suis remonté dans ma chambre, j'ai reçu un message de Hugo, « Madame, Monsieur Beaumont dit que l'angle de la caméra près du hangar a été déplacé depuis cet après-midi. Quelqu'un a laissé une trace. Soyez prudente. » Non seulement j'étais en danger, mais mon père était aussi surveillé. J'ai répondu vite, « Restez près de mon père. S'il se passe quoi que ce soit, prévenez-moi immédiatement. » J'ai éteint mon téléphone. J'étais épuisé, mais mon esprit n'avait jamais été aussi déterminé. Je n'étais plus la belle-fille qui ne savait qu'endurer. Si je voulais vivre, je devais être plus lucide, plus rapide, et peut-être un peu plus dur qu'eux. Je me suis répété, pour vaincre l'ennemi au dehors, il faut d'abord vaincre l'ennemi en soi. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Toute la maison semblait silencieuse, mais elle était remplie d'odeurs de complot, de trahison, et je le savais.
Demain, il passerait à l'action, et ce serait la plus grande épreuve de ma vie. Le lendemain soir, le ciel était lourd, annonçant la pluie, et le vent gémissait à travers les arbres bordant la ruelle du village. Un froid inhabituel pour le début de l'hiver me faisait frissonner. Mais ce qui me glaçait le plus, c'était le plan qu'ils avaient échafaudé, me faire sortir et me remettre à un homme surnommé le prêcheur, réputé pour ses basses besognes. Je savais qu'ils agiraient aujourd'hui. Et je savais aussi que je devais faire face. Si je n'entrais pas dans leur piège, ils trouveraient un autre moyen, peut-être pire. Vers 19h, pendant que je nettoyais la cuisine, Lucas est descendu. Il a soupiré avec un air de faux remords et a dit « Chloé, tu peux aller à l'église du Père Jacques ce soir et déposer une offrande pour ton père ? J'ai une réunion urgente. » En l'entendant, mon cœur a bondi. C'était exactement ce que Durand avait ordonné la veille. J'ai levé les yeux, forçant un air naïf. Pourquoi ? Pourquoi je dois y aller seul ? Il fait déjà nuit. Lucas a froncé les sourcils, impatient. Tu es une adulte. Je t'ai dit que j'ai du travail. Si tu ne veux pas aider, alors n'y va pas. Marie-Thérèse, assise au salon, est intervenue. Sa voix était calme comme une eau dormante. Chloé, ça ne prendra qu'un moment. L'église est tout près. Une bonne épouse s'occupe des affaires de la maison. Je les ai regardés comme des étrangers, mais j'ai quand même baissé la tête et répondu doucement, oui. J'irai. En sortant, j'ai vu un léger sourire sur les lèvres de ma belle-mère. Un sourire discret, mais froid comme la glace. Je savais que dans son esprit, j'étais quelqu'un qui ne reviendrait pas ce soir-là. J'ai marché jusqu'au coin de la ruelle. Dès que j'ai été hors de leur vue, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message rapide à Hugo, il bouge. Activez le traceur de mon père et gardez-le en sécurité. Si je ne réponds pas, appelez la police immédiatement. Je n'avais pas eu le temps de ranger mon téléphone qu'une petite camionnette s'est arrêtée à côté de moi. Sans me laisser réagir, on m'a jeté un tissu noir sur la tête et quelqu'un m'a attrapé par derrière. On m'a poussé brutalement dans le véhicule et la porte a claqué. L'air était vicié, avec une odeur de sueur et d'essence. J'ai voulu appeler à l'aide, mais on m'a couvert la bouche. Une voix d'homme, rauque, a grondé, ne bouge pas. Si tu cries encore, je vais t'attacher. Le prêcheur. C'était sa voix, celle dont j'avais entendu parler aux informations. La camionnette a foncé sur une route vide. J'étais projeté d'un côté à l'autre, comme si mon corps allait céder. Et au milieu du chaos, j'ai entendu clairement ce que disait l'homme à l'avant. La voix de Durand, il faut que ce soit propre ce soir. Cette gamine ne doit plus pouvoir parler. Je me suis mordu la lèvre, le cœur affolé. Tout n'était que noir, comme si des mains invisibles me tiraient vers un gouffre. Environ 30 minutes plus tard, la camionnette s'est arrêtée. On m'a tiré dehors. Odeur d'insectes, de terre humide, de tissu ancien. Nous étions dans un hangar abandonné. Quand on m'a retiré le tissu de la tête, j'ai vu des visages durs sous une lumière jaunâtre, faible et lugubre. Je tremblais, non pas de peur, mais de rage. Rage qu'ils osent traiter ma vie comme si elle ne valait rien. Le prêcheur m'a poussé sur une chaise en bois. Petite maligne. Tu en sais trop. Je n'ai pas répondu. Je l'ai fixé droit dans les yeux, sans ciller. Il a ricané. Courageuse. Mais ça ne te servira à rien. Aujourd'hui, tout s'arrête pour toi. La porte du hangar s'est ouverte et ma belle-mère est entrée. Derrière elle, le père Jacques, dans sa soutane brune. Son visage était pâle, mais ses yeux restaient rusés. Et enfin, Lucas est entré. Ces trois personnes qui avaient été ma famille montraient maintenant leur vrai visage, dans l'ombre. Marie-Thérèse a croisé les bras et s'est placée devant moi. « Chloé, tu m'as énormément déçu. » J'ai ri. Non. En réalité, je suis devenue gênante pour vous. Le père Jacques a dit avec nervosité, cette fille c'est pour les cendres. Elle en sait trop. Si on ne la fait pas disparaître, tout va s'écrouler. Je me suis tourné vers lui. Un homme de Dieu qui échange des cendres et couvre une affaire criminelle. Comment pouvez-vous prier et parler de morale ? Il a reculé d'un pas, le visage livide. Ma belle-mère a frappé la table. Assez de ce discours. Tu es devenue insolente depuis que tu crois connaître la vérité. Tu te crois intelligente, mais tu n'es qu'un déchet que mon fils et moi avons ramassé. Lucas s'est approché et m'a saisi le menton avec force.
Chloé, je t'avais prévenu. Tu aurais dû te taire. Je l'ai regardé avec des yeux vides. Tu n'as été docile qu'avec ta mère. Avec moi, tu n'as été qu'un lâche. Au moment où Lucas a levé la main comme pour me donner une gifle, j'ai appuyé sur un petit bouton caché sous ma ceinture. Le traceur que Hugo avait installé s'est activé. Au loin, on a entendu le bruit d'un moteur arrivant à vive allure. Des pas. Des cris. La porte du hangar a été ouverte d'un coup, et la lumière des lampes torchées nous a aveuglés. La voix d'un policier a tonné, « Tout le monde, ne bougez plus. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement. » Le prêcheur a bondi, mais il a été maîtrisé avant de pouvoir s'échapper. Le père Jacques a mis les mains sur sa tête, bredouillant, « Je. » Ma belle-mère était si pâle qu'elle tenait à peine debout. Lucas a été immobilisé si vite qu'il n'a pas eu le temps de dire un mot. Le hangar est devenu un chaos, et tous les secrets ont été exposés sur le champ. Téléphone, carnet, relevé de transactions, tout est tombé entre les mains de la police en quelques minutes. J'étais toujours assise, les poignets attachés, mais mes larmes n'étaient pas de peur. C'étaient des larmes de soulagement. J'avais survécu. Je m'étais échappé, et au bout du compte, c'était eux-mêmes qui avaient livré les preuves à la police. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, « Papa, je l'ai fait. » Je suis resté immobile sur la chaise en bois pourri. La corde qui liait mes poignets entaillait ma peau, laissant une trace rouge. Mais quand la porte du hangar a été enfoncée, que les faisceaux des lampes torchées ont balayé l'obscurité et que le bruit des bottes des policiers a envahi l'endroit, j'ai eu l'impression d'être arraché au gouffre le plus sombre de ma vie. La fin que je croyais imminente s'est dissipée comme un cauchemar brisé. Le prêcheur a été plaqué au sol en une seconde. Il a crié, « Je n'ai rien fait, rien. » Mais la police ne lui a pas laissé le temps d'en dire plus. 2 agents costauds l'ont maintenu, lui ramenant les bras derrière le dos. Lucas est resté figé, le visage livide, des gouttes de sueur au front. Il a ouvert la bouche sans qu'aucun son ne sorte, jusqu'au moment où les menottes froides se sont refermées sur ses poignets. Il avait l'air d'avoir reçu un choc. Ma belle-mère a reculé en titubant, agrippée au bord d'une table, les mains tremblantes. Je ne l'avais jamais vue aussi défaite. Elle bégayait, « Non. Ce n'était pas moi. Je. » Mais ses excuses ont été couvertes par la voix d'un agent qui lui énonçait ses droits. Le père Jacques a failli tomber à genoux, secoué de tremblements. Sa soutane brune paraissait ridicule dans cette scène. Il serrait son chapelet, marmonnant des prières incohérentes. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai seulement aidé. Ils m'ont forcé. La police a immédiatement saisi son téléphone, ainsi qu'un dossier de documents tirés du sac en toile qu'il portait. Un agent a parcouru quelques feuilles du regard, puis a relevé la tête, les yeux perçants. Il y a aussi un registre comptable. Des transferts venant des comptes de Monsieur Durand, de Marie-Thérèse Morel et de Lucas Morel. Comment expliquez-vous cet argent? Le visage du père Jacques s'est vidé de ses couleurs. Il s'est affaissé sur le sol du hangar, les mains tremblant sans contrôle. Je ne fais que recevoir des dons, a dit un policier d'une voix glaciale. Il y a des dons de plusieurs centaines de milliers d'euros à la fois. Et les cendres falsifiées? Tout est noté dans ce registre. En entendant ça, un frisson m'a parcouru. Il avait tout consigné. Chaque fois qu'il avait reçu de l'argent, chaque fois qu'il avait exécuté une besogne honteuse. Tout était là, noir sur blanc. Un agent s'est approché et a détaché avec précaution les cordes autour de mes poignets. « Madame Beaumont, vous êtes blessée ?» J'ai secoué la tête, même si mes jambes tremblaient encore. Dehors, Hugo a accouru. Son visage était pâle d'inquiétude. « Madame, vous allez bien? Ils ne vous ont pas fait de mal ?» En voyant ses yeux rougis, mon cœur s'est attendri au bord du pire. C'était la seule personne en qui j'avais confiance. J'ai soufflé, la gorge serrée, « Grâce à toi. Grâce à toi, je suis là. » Hugo a mordu sa lèvre et a serré les poings. On doit aussi remercier Nicolas. Il a vu un homme suspect rôder près de l'endroit où Monsieur Beaumont se cache, et il m'a prévenu tout de suite. J'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai activé votre traceur. Et, par chance, la police était tout près. En entendant ça, j'ai eu l'impression de renaître. Un agent m'a guidé hors du hangar. Le vent de la nuit m'a fouetté le visage, froid, mais il a clarifié mon esprit. Je me suis retourné.
Les 3 personnes qui m'avaient appelé famille étaient menottées, la tête basse. L'une pleurait, une autre tremblait de peur, une autre paniquait. Mais aucun de leurs visages ne m'inspirait la moindre pitié. C'était le prix à payer. On m'a conduite au commissariat pour recueillir ma déposition. J'ai tout raconté, depuis le moment où j'avais reçu le message de mon père, jusqu'à la réunion étrange à l'entreprise, puis au piège de l'enlèvement ce soir-là. Quand j'ai terminé, l'agent assis en face de moi a hoché la tête. Madame Beaumont, votre témoignage correspond aux preuves que nous venons de saisir. Et préparez-vous, ce n'est pas une simple affaire d'enlèvement, mais une possible conspiration criminelle organisée. J'ai mordu ma lèvre. Je savais que j'avais vu, dans leurs yeux, la cruauté de ceux qui n'avaient plus de retour en arrière. Quand je suis sorti de la salle d'audition, Nicolas m'attendait dans le couloir. Cet homme d'âge mûr, qui avait travaillé pour mon père pendant plus de 20 ans, avait les yeux humides en me voyant. « Madame. Je suis désolé. Je n'ai pas pu vous protéger. » J'ai secoué la tête et je lui ai pris la main. « Vous m'avez sauvé, Nicolas. Je ne l'oublierai jamais. » Dans la cour du commissariat, un vent puissant soufflait. J'ai levé les yeux vers le ciel noir. Je ne m'étais jamais senti aussi forte. Mon corps était épuisé, mes jambes tremblaient encore, mais je pensais à mon père, à ce qu'il avait enduré, et au moment où il viendrait révéler toute la vérité. Cette nuit-là, j'avais survécu. Mais demain serait le jour où la justice commencerait enfin à être de notre côté. Un nouveau chapitre, brutal mais plein d'espoir, m'attendait. Le lendemain matin, Hugo et moi sommes allés au siège de la police pour une déposition plus détaillée. En entrant, j'ai aperçu quelqu'un assis de dos. Ses cheveux grisonnants et sa silhouette familière ont fait bondir mon cœur. La personne s'est levée, s'est retournée. Et j'ai vu que c'était mon père. La gorge nouée, j'ai à peine pu articuler « Papa ». Mon père a souri, mais ses yeux étaient rouges. Il a ouvert les bras, et je me suis jeté contre lui, comme une enfant qui retrouve enfin son père après une longue séparation. Ses vêtements sentaient encore le désinfectant et la terre de ses jours de fuite. Tout cela me faisait mal et me serrait le cœur. Il m'a tapoté le dos et a dit « Ma chérie, ça va. Tu t'en es si bien sortie, Chloé. » J'ai levé les yeux vers son visage amaigri. Dans son regard, il n'y avait plus l'amertume des jours passés, mais la détermination et la force d'un homme qui allait reprendre son honneur. Il a posé une main sur mon épaule. « Aujourd'hui, je vais tout leur dire. » J'ai hoché la tête. À côté de nous, Hugo, lui aussi ému, a salué mon père d'une voix tremblante. Mon père lui a souri comme s'il s'agissait de son propre fils. On nous a conduits dans une salle d'audition. Sur la table, dans des sachets scellés, se trouvaient les téléphones et les documents du père Jacques, de ma belle-mère et de Lucas. L'atmosphère était lourde, mais solennelle. Un inspecteur a dit « Monsieur Jean-Pierre Beaumont, nous avons examiné la déclaration de Madame Beaumont et l'ensemble des éléments. Pour compléter le dossier, nous vous demandons de tout raconter depuis le début. » Mon père a pris une grande inspiration et a commencé. Environ une semaine avant l'accident, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans certains contrats. De grosses sommes avaient été retirées sans justification. Il a poursuivi, j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai découvert des signatures falsifiées sur 2 contrats importants. La signature était celle de Lucas. La pièce est restée silencieuse quelques secondes. Mon cœur s'est serré, mais j'ai retenu mes larmes. C'était le moment d'entendre la vérité, pas de flancher. Mon père a continué, j'ai appelé Lucas pour lui parler seul. Au début, il a nié. Puis j'ai vu la peur dans ses yeux. Avant que je puisse agir, il a couru prévenir sa mère. Marie-Thérèse a aussitôt rencontré Monsieur Durand. Et c'est là que la conspiration a commencé. L'inspecteur a demandé « Êtes-vous certain qu'ils se sont entendus pour vous nuire ?» Mon père a hoché la tête. Oui. J'ai surpris une de leurs conversations. Monsieur Durand disait qu'il préparerait le terrain, et Marie-Thérèse disait qu'il fallait que ce soit propre. Ils ont aussi mentionné le père Jacques. Il leur fallait un accident crédible et quelqu'un de fiable pour livrer les cendres. J'ai serré les poings jusqu'à blanchir les jointures. Ils avaient tout planifié, étape par étape, pour couvrir leurs actes. Mon père a raconté lentement, comme s'il revivait l'horreur de ces jours de fuite. On avait saboté ma voiture, et le chauffeur avait été drogué. J'ai senti qu'il y avait un problème, j'ai crié pour qu'il s'arrête, mais il était déjà inconscient.
Quand la voiture a basculé, j'ai été projeté hors de l'habitacle. C'était la providence. J'ai baissé la tête, et une larme est tombée sur le dos de ma main. Il a continué, des gens du coin, dans les bois, m'ont secouru. Mais je savais qu'il reviendrait vérifier la zone, alors je ne pouvais pas révéler mon identité. Je me suis caché dans la forêt pendant 3 jours, et j'ai appris qu'ils avaient apporté une urne et annoncé ma disparition. À cet instant, je savais que je devais être plus vigilante que jamais. Un inspecteur a demandé, « Qui vous a informé, pour que vous puissiez contacter votre fille ?» Mon père m'a regardé et a esquissé un sourire. Grâce à l'annonce des obsèques, j'ai entendu des gens parler de l'heure et du fait que Chloé resterait à la veillée toute la nuit. J'ai trouvé un vieux téléphone dans la cabane et j'ai envoyé un message à ma fille. Je lui ai serré la main très fort. Ce n'était que quelques lignes, mais elles avaient sauvé notre vie. L'inspecteur a sorti un dossier. Monsieur Beaumont, sur le téléphone du père Jacques, nous avons toutes les preuves des transferts. Il y a aussi un enregistrement audio où il accepte d'obtenir des cendres falsifiées. Et dans le sac de Marie-Thérèse Morel, nous avons trouvé une copie d'un contrat de saisie d'actifs. Mon père a poussé un soupir, soulagé, mais teinté de douleur. Alors ils ne pourront plus le nier. J'ai regardé ces documents et j'ai frissonné. Ceux qui m'avaient souri, qui avaient mangé à la même table que moi, qui m'avaient appelé belle-fille, avaient voulu faire disparaître mon père et me faire taire, moi aussi. L'inspecteur a conclu, nous allons retenir plusieurs chefs d'accusation. Vous et Madame Beaumont bénéficierez d'une protection pour le moment. Cette affaire implique des personnes influentes, un prêtre frauduleux et des documents financiers, elle risque donc d'attirer beaucoup d'attention médiatique. Mon père a hoché la tête, et j'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Mon père était vivant, et moi, j'avais survécu, mais de grandes vagues nous attendaient encore. En quittant les locaux, mon père a posé une main sur mon épaule. Ma chérie, je suis désolé de t'avoir fait traverser quelque chose d'aussi dur. J'ai secoué la tête et je l'ai serré dans mes bras. Papa, sans toi, je serais vraiment orpheline. Mon père a souri, son regard aussi chaud que le soleil qui perce les nuages. À partir de maintenant, plus personne ne nous écrasera. Dehors, le vent soufflait fort, faisant bruisser les feuilles des platanes. J'ai vu un coin du ciel s'éclaircir, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. C'était comme la première lueur après une longue tempête. La guerre entrait dans une nouvelle phase, mon père, qu'on avait cru disparu, allait leur faire face la tête haute, et moi, je serais à ses côtés, comme son bouclier, comme il l'avait été pour moi toute ma vie. Mon père est retourné à l'entreprise un matin gris, mais l'air était étonnamment limpide, comme si même le ciel savait que c'était un jour important. Quand la voiture de police l'a déposé devant l'entrée principale, des dizaines d'employés attendaient déjà dehors. Ils sont restés sans voix en le voyant apparaître. Vivant. Des murmures ont envahi le hall. Le président est vivant. Vraiment. Alors la crémation était un mensonge. Mon Dieu, qui peut être aussi cruel? Je suis descendu la première et je l'ai aidé à sortir. Tous les regards étaient sur nous, mêlant joie et incrédulité. Personne ne pouvait croire que l'homme dont l'urne avait été ramené à la maison se tenait là, amaigri, mais toujours aussi imposant. Mon père a salué la foule d'un léger geste de la main. Sa voix était grave et sereine, merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi ces derniers jours. Je suis revenu aujourd'hui pour remettre les choses en ordre. Le hall est devenu silencieux. La grande salle du conseil avait déjà été préparée à la demande de la police. Quand nous sommes entrés, j'ai vu Marie-Thérèse, Lucas et le père Jacques assis d'un côté, sous surveillance. Leurs visages étaient livides. Ceux qui avaient été arrogants et m'avaient traité comme si je n'étais rien baissaient maintenant la tête, comme s'ils sentaient leur faim. Lucas a levé les yeux en voyant mon père. Ils se sont écarquillés, puis il a baissé la tête aussitôt, comme un animal acculé. Ma belle-mère tremblait tellement qu'elle tenait à peine debout, et le père Jacques, le regard perdu, marmonnait des prières incohérentes. Je me suis assise près de mon père. Je me sentais beaucoup plus forte. Mais au fond de moi, la douleur de la trahison restait une plaie ouverte. Quand la réunion officielle a commencé, un inspecteur de police s'est levé. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour établir la vérité sur l'accident de monsieur Jean-Pierre Beaumont et la falsification de ses cendres, et pour présenter les éléments liés à la saisie d'actifs, aux fuites de contrats et à une conspiration criminelle organisée. L'atmosphère était tendue comme une corde prête à rompre, et chaque mot semblait résonner au plafond. Mon père s'est levé et a avancé lentement jusqu'à l'avant.
Il a posé les mains sur le pupitre et a regardé, un à un, les employés qui étaient avec lui depuis la création de l'entreprise. Moi, Jean-Pierre Beaumont, je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait, où je devrais me tenir devant vous dans de telles circonstances. Il s'est interrompu, comme si quelque chose lui nouait la gorge. J'ai vu ses yeux se mouiller. J'ai été la cible d'une manœuvre. C'était un accident organisé, et le plus douloureux, c'est que les responsables sont des gens en qui j'avais confiance. La salle a laissé échapper des exclamations étouffées, et plusieurs personnes se sont couvert la bouche, incrédules. L'inspecteur a présenté une chemise de documents. Voici la preuve que Marie-Thérèse Morel, la mère de Lucas Morel, s'est entendue avec Monsieur Durand et le père Jacques pour couvrir la tentative d'élimination du président Beaumont. Ils ont utilisé un corps non identifié pour fabriquer de fausses cendres. Une employée a fondu en larmes. Comment ont-ils pu faire ça au président? Mon père s'est tourné et a regardé Lucas droit dans les yeux. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une immense déception. Lucas, je t'ai considéré comme un fils. Mais par avidité, tu as oublié les principes les plus élémentaires d'être humain. Lucas a baissé la tête. J'ai vu ses épaules trembler légèrement, sans savoir si c'était de regret ou de peur. Mon père a continué, et vous, père Jacques, que je croyais homme de morale, vous vous êtes révélé être un faux clerc, utilisant les enseignements de Dieu pour couvrir vos propres fautes. Puis il s'est adressé à tous, en élevant la voix, ceux qui ont falsifié des cendres pour dissimuler une affaire criminelle doivent être jugés par la loi. L'inspecteur a hoché la tête pour confirmer. Toutes les personnes impliquées sont actuellement en garde à vue et font l'objet d'une enquête conformément aux procédures. Une fois les faits exposés, mon père a sorti une épaisse enveloppe de sa serviette. C'était quelque chose que j'avais déjà vu dans le coffre à la maison. Il l'a levé. Et maintenant, je souhaite rendre public mon Nouveau Testament. Des murmures ont de nouveau parcouru la salle. Mon père a articulé chaque mot clairement, tous mes droits de vote, mon patrimoine, et mes parts seront transférés à ma fille unique, Chloé Beaumont. Je suis resté figé. Je ne savais pas qu'il avait préparé tout cela avant l'attaque. Il a continué, à Lucas Morel et Marie-Thérèse Morel, je retire officiellement tous les droits et avantages au sein de cette entreprise. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucun lien avec cette société. Du côté de ma belle-mère, un sanglot a retenti. Elle s'est effondrée, la voix brisée, Monsieur Beaumont. Je suis désolé. Mais s'il vous plaît. Mon père a secoué la tête. Son regard était triste, mais ferme. Ceux qui ont commis des fautes doivent en payer le prix. Lucas s'est mordu la lèvre. Le père Jacques, comme s'il n'avait plus d'issue, a fermé les yeux et a laissé échapper un long soupir. Tous les employés se sont levés et ont applaudi d'un seul mouvement. Ce n'était pas un applaudissement de joie, mais celui d'une justice qui, enfin, se montrait. Je regardais mon père, le cœur rempli d'émotion. J'avais l'impression que l'humiliation et la douleur accumulées ces derniers jours s'étaient un peu dissipées. Mon père s'est tourné vers moi et a dit à voix basse, « Ma chérie, à partir de maintenant, tu dois être forte. Pas seulement pour moi, mais pour toi. » Mes yeux se sont emplis de larmes, et j'ai hoché la tête. Il avait raison. À partir de maintenant, je vivrai pour moi. La réunion s'est terminée, mais ce n'était que le début de la chute de ceux qui avaient choisi le mauvais camp. Et j'étais prête à prendre la décision la plus importante de ma vie. Le matin après la lecture du testament, je me suis réveillé dans mon ancienne chambre, chez mon père, mais tout était différent. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai entendu les oiseaux chanter dans les arbres dehors, et le soleil, à travers la fenêtre, déposer une lumière douce sur les rideaux fins. Les jours où je me réveillais avec la peur, l'inquiétude et la tension étaient finis. Pourtant, mon cœur restait lourd. Aujourd'hui, je devais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je suis retourné à ce que j'avais autrefois appelé ma maison, chez mes beaux-parents, pour récupérer mes affaires et affronter Lucas une dernière fois. Le vieux portail en fer rouillé, le mur couvert de bougainvilliers violets. Tout me paraissait étrange. À peine entrée dans la cour, ma belle-mère a surgi du mas. Elle portait encore une robe d'intérieur bleu sombre, le visage pâle de nuit sans sommeil. Elle s'est placée devant moi, avec un regard qui cherchait à me transpercer. « Chloé, écoute-moi. » Je me suis arrêté calmement et, par simple politesse, j'ai légèrement incliné la tête. « Oui, madame. » « Dites-moi. » Elle a eu un souffle court. Sa voix tremblait, suppliant comme jamais, « J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort,
mais cette maison t'aimait. Et toi aussi, tu m'aimais. Ne sois pas si dur. Je l'ai regardé. Je ne ressentais aucune colère, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que mon cœur s'était déjà refroidi. Ce qui est brisé ne se répare pas. L'eau renversée ne se ramasse pas. Jamais cette phrase n'avait sonné aussi juste. J'ai répondu doucement, Madame, je ne veux accuser personne, mais si je reste silencieuse après ce que vous avez fait à mon père et à moi, je me trahirai. Elle a éclaté en sanglots et a saisi ma main. Donne-moi une chance de me racheter, Chloé. Je ne veux pas te perdre. J'ai retiré ma main avec douceur. Je n'ai rien perdu. Et vous non plus. Nous ne sommes simplement plus une famille. À cet instant, Lucas est sorti du salon. Il portait une chemise blanche froissée et mal boutonnée, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Ses yeux étaient injectés de sang, et sa démarche était incertaine. En me voyant, il a dit d'une voix tremblante, Chloé. S'il te plaît. Parlons. Je suis resté immobile. C'était le moment que je devais traverser pour fermer ce chapitre. Lucas s'est approché et s'est arrêté à quelques pas. Ses épaules s'affaissaient, comme s'il n'avait plus aucune force. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je me suis laissé entraîner. J'avais peur de ma mère. J'avais peur de Monsieur Durand. J'ai esquissé un sourire. C'était l'excuse la plus lâche que j'ai jamais entendue. Lucas. Tu avais peur des autres, mais tu n'as jamais eu peur de me perdre. J'étais ta femme, celle qui était à tes côtés. J'ai avalé ma salive, un nœud dans la gorge. Mais quand mon père est mort, tu étais dans un complexe de bord de mer sur la côte d'Azur, la main dans celle d'une autre femme. Et quand je m'effondrais de chagrin, tu étais en train de prendre ce qui appartenait à mon père. Lucas s'est effondré, en pleurant. C'était le sanglot étranglé d'un homme qui venait de tout perdre. Chloé. J'étais aveugle. J'avais tort. Donne-moi une chance de me racheter. J'ai secoué la tête. Je n'étais ni en colère ni rancunière. Il n'y avait simplement plus rien à protéger. Lucas, pendant tout ce mariage, je n'ai pas été une vraie épouse un seul jour. J'ai toujours vécu dans la peur d'être jugé, ignoré, de contrarier ta mère. Et toi? Pas une seule fois, tu n'as été mon refuge. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti les papiers que j'avais préparés ce matin-là. Voici les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Il ne te reste qu'à signer. Lucas a fait un pas en arrière. Son regard était celui de la panique. Non. Ne fais pas ça. Je peux changer. Je te promets de t'aimer. Je quitterai ma mère. J'ai fermé les yeux quelques secondes, puis je les ai rouverts. Ma voix était si calme que cela m'a surprise moi-même. Lucas. On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. L'amour qui nous liait. Tu l'as enterré toi-même. Ma belle-mère s'est effondrée au sol, en pleurant. Chloé, je t'en supplie. Je le regrette vraiment. Je me suis penché pour l'aider à se relever. Ma voix était très douce, mais chaque mot était clair, Madame. Vous le regrettez parce que vous tenez à moi, ou parce que vous avez peur d'aller en prison. Ma belle-mère s'est figée. Je me suis redressé et je les ai regardés tous les deux, ces deux personnes qui avaient autrefois été ma famille. Je n'en voulais plus à personne, mais je devais partir d'ici. J'avais choisi de vivre ma propre vie. Sans leur laisser le temps d'ajouter quoi que ce soit, je suis entré dans la chambre et j'ai rassemblé les quelques vêtements qu'il me restait. Mes beaux-parents ne m'avaient pas permis d'apporter des affaires de l'extérieur, je n'avais donc presque rien ici. Quand je suis ressorti, Lucas était toujours dans la cour, à me regarder en silence. Je me suis arrêté un instant, puis je suis passé devant lui, comme si je franchissais une porte fermée pour toujours. Quand le portail s'est refermé derrière moi, j'ai entendu ma belle-mère chanceler et Lucas appeler mon nom, mais tout s'est effacé derrière moi, comme l'écho d'un cauchemar. J'ai emprunté le long chemin qui menait à la maison de mon père, tirant ma valise. À chaque pas, je me sentais plus légère, plus libre, comme si la pierre qui avait écrasé ma vie pendant des années venait enfin d'être levée. Je me suis dit, Chloé, tu as pris la bonne décision. J'avais mis fin à ce mariage infernal. Mais il me restait encore une dernière chose à faire en sorte que leurs actes cessent, une bonne fois pour toutes. Ce chemin m'attendait encore.
Après avoir quitté officiellement la maison de mes beaux-parents, je suis revenu auprès de mon père. La maison qu'il avait bâtie dans sa jeunesse me paraissait étrangement chaleureuse. L'arôme doux d'une tisane, le bruit d'Henri qui balayait la terrasse, les pas de Nicolas allant et venant pour s'occuper de mon père. Tout cela me donnait l'impression d'être enfin à ma place. Mais je savais parfaitement que ce n'était pas terminé. Les coupables devaient encore faire face à la justice, et mon père veillerait personnellement à ce que tout soit éclairci. Quelques jours plus tard, la police a convoqué une confrontation officielle. J'y suis allé avec mon père et Nicolas. Le ciel était couvert, les nuages sombres tournaient, comme s'il annonçait une enquête longue et difficile. Quand nous sommes entrés dans la salle, j'ai vu Lucas assis à côté de son avocat, le visage blême. Ma belle-mère était épuisée, les cheveux en bataille. Le père Jacques ne portait plus sa soutane, mais une tenue de détenu, une image qui m'a fait penser, avec amertume, à la loi du retour des choses. Personne ne me regardait, et personne n'osait croiser le regard de mon père. Mon père s'est dirigé vers sa chaise et s'est assis avec la posture ferme de quelqu'un qui attendait ce moment depuis longtemps. L'inspecteur a ouvert un dossier et a dit d'une voix claire, la confrontation entre monsieur Jean-Pierre Beaumont et les mis en cause commence. La pièce est tombée dans un silence total, où l'on entendait même le froissement des pages. L'inspecteur a lu, selon la déclaration de Lucas Morel, je n'ai fait que suivre les ordres de ma mère. Ma mère m'a dit que si mon beau-père gardait tout le pouvoir, je n'aurais aucun avenir. Reconnaissez-vous cette déclaration? Lucas a baissé la tête et a répondu dans un murmure, oui. Mon père l'a regardé. Son regard était calme, mais perçant. Lucas, je t'ai aimé comme un fils. Si tu avais voulu quitter l'entreprise, je t'aurais laissé partir volontiers. Mais toi et ta mère avez choisi la voie de faire disparaître un homme pour voler ce qui ne vous appartenait pas. Lucas n'a pas osé lever les yeux. Il sanglotait doucement, les mains tremblantes sur la table. L'inspecteur s'est tourné vers ma belle-mère, selon les éléments recueillis, vous avez activement contacté monsieur Durand pour organiser l'accident. Qu'avez-vous à dire? Ma belle-mère a éclaté en sanglots, mais elle n'avait plus rien de son arrogance d'autrefois. Je l'ai fait seulement pour mon fils, monsieur Beaumont. Il a toujours regardé mon fils et moi de haut. Je voulais juste donner une place à mon fils. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Mon père a répondu aussitôt. Sa voix semblait plus triste que colère. Madame, je ne vous ai jamais méprisé. C'était votre perception. Je n'ai simplement pas donné le pouvoir à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de le porter. C'était ma responsabilité. Ma belle-mère est restée interdite. Une vérité simple qu'elle avait déformée pendant des années avec son ressentiment. L'inspecteur a poursuivi, Père Jacques, vous avez reçu de l'argent de Marie-Thérèse Morel et de monsieur Durand pour fabriquer de fausses cendres. L'admettez-vous? Le Père Jacques tremblait, se tordant les mains. Je l'admets. L'inspecteur a continué, et vous avez reçu un paiement supplémentaire pour avoir conseillé à la famille d'accélérer les obsèques afin d'effacer toute trace. Il a baissé la tête. Oui. J'ai été un idiot. L'argent m'a aveuglé. En l'entendant, j'ai frissonné. La cupidité était parfois plus dangereuse qu'une lame. Mon père s'est redressé. Sa voix a résonné clairement, j'attends de la loi qu'elle juge les coupables comme il se doit. Il ne doit y avoir aucune indulgence parce que je suis la victime, et leurs actes ne doivent pas être couverts sous prétexte qu'ils ont été, un jour, ma famille. J'ai regardé mon père et, soudain, j'ai éclaté en larmes. C'était mon père, un homme qui avait vécu toute sa vie avec droiture et bonté, et qui, malgré ce qu'il avait traversé, n'avait pas perdu sa dignité. Lucas s'est levé d'un bond. Sa voix était étranglée, beau-père. Beau-père, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai eu tort. Je n'ai pas la force de vous regarder en face, mais... S'il vous plaît, au moins, allégez la peine de ma mère. Je me suis tourné vers lui. Il ne restait aucune trace d'affection dans mes yeux, seulement une tristesse épuisée. Lucas. Quand ils m'ont enfermé dans cet entrepôt pour me faire disparaître, as-tu pensé à moi? Lucas s'est figé, a porté les mains à sa tête, puis s'est effondré sur sa chaise. L'inspecteur a terminé ses notes et a conclu la confrontation, cette affaire passe désormais à la phase de poursuite pour tentative d'homicide, enlèvement, saisie d'actifs et conspiration visant à dissimuler une affaire criminelle. Ces mots ont sonné comme le glas, confirmant la chute complète de ceux qui avaient choisi le mal. Mon père s'est levé, s'est tourné vers moi et a dit, Chloé,
à partir de maintenant, tout sera réglé selon la loi. Tu n'as plus à t'inquiéter. Je lui ai pris la main. Papa, je veux juste que tu sois en paix. Vivons simplement, tous les deux, tranquillement. Mon père a souri doucement. Oui, ma chérie. Nous avons traversé la tempête. En quittant la salle, je me suis retourné une dernière fois. Lucas avait la tête baissée. Ma belle-mère sanglotait, et le père Jacques restait assis, hébété, comme s'il avait perdu son âme. C'était le prix qu'ils avaient à payer. Dehors, le ciel commençait à se dégager, et un rayon de soleil a éclairé le couloir, comme s'il ouvrait une nouvelle route dans ma vie. Un vieux chapitre se refermait, et une nouvelle vie m'attendait. L'affaire concernant l'agression contre mon père a été réglée rapidement, et en un peu plus d'1 mois, le tribunal a rendu son premier verdict. Le cerveau de l'opération, Monsieur Durand, a reçu la peine maximale. Le père Jacques a été reconnu coupable de fraude, de falsification de documents et d'entrave à la justice. Ma belle-mère et Lucas ont été condamnés à la prison pour conspiration en vue d'une tentative d'homicide et enlèvement. Quand j'ai entendu le verdict au tribunal, je n'ai ressenti ni joie ni satisfaction. J'ai seulement senti que la lourde pierre qui pesait sur ma poitrine venait enfin d'être levée. Certaines blessures ne guérissent jamais, mais au moins, la justice s'était rangée du côté des innocents. Mon père, assis près de moi pendant tout le procès, gardait une expression très sereine. En descendant le couloir du palais de justice, il m'a pris la main chaleureusement, comme quand j'étais petite. Chloé, je ne garde aucune rancune contre qui que ce soit. Malgré tout ce que j'ai traversé, tu es encore là, à mes côtés, et ça me suffit. J'ai posé ma tête contre son épaule, et j'ai senti mon cœur s'alléger. Un chapitre de ma vie rempli d'ombre s'était fermé, et j'étais sur le seuil d'un avenir différent. Après cela, l'entreprise de mon père a retrouvé sa stabilité. Il s'est retiré de la gestion quotidienne, laissant la direction au conseil d'administration, ne gardant qu'un rôle de conseiller. Avec les parts qu'il m'avait transférées, j'avais un pouvoir de décision. Mais mon père a été clair, tu n'as pas besoin de tout porter. Vis ta vie comme tu le veux, avec joie et en paix. J'ai accepté. Après tout ce qui s'était passé, j'avais appris que, peu importe la dureté du monde, si l'on garde un cœur propre, si l'on sait aimer les autres et s'aimer soi-même, personne ne peut éteindre sa lumière intérieure. Un après-midi ensoleillé, pour la première fois après tant d'épreuves, j'ai cuisiné le dîner pour mon père. La cuisine s'est remplie de l'odeur d'une soupe de lentilles, de poisson au four, et de légumes fraîchement cueillis du potager derrière la maison. Mon père mangeait lentement, me regardant de temps en temps avec un sourire tendre. Ils n'ont peut-être pas voulu de toi comme belle-fille, mais comme ma fille, je te donnerai tout l'amour qui t'a manqué. J'ai ri, mais des larmes ont coulé. Pas de tristesse, mais de gratitude. Ce soir-là, debout sur le perron, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé, ce mariage plein de blessures, cette lutte contre les gens mauvais, et ce chemin pour me retrouver. Et maintenant, j'étais là où j'aurais dû être depuis le début, une femme qui connaît sa valeur, ses limites, et ce qui compte vraiment. Demain, je recommencerai. Peut-être que j'ouvrirai une petite boutique, ou que j'apprendrai enfin quelque chose que j'avais toujours aimé, sans jamais oser essayer. Je ne voulais pas d'une vie grandiose. Je voulais seulement une vie vraiment paisible. Dehors, le vent passait dans les arbres, faisant un bruissement qui ressemblait à une bénédiction. J'ai fermé les yeux et, sans m'adresser à quelqu'un en particulier, peut-être seulement à moi-même, j'ai murmuré, « Chloé. À partir de maintenant, sois vraiment heureuse. » Un chapitre d'une époque s'était refermé, et celui d'une nouvelle vie venait de commencer.